Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans le cadre de la conférence africaine qui se tient à Nouakchott, l'édition 2025, nous avons l'honneur d'accueillir dans nos séries d'interviews que nous tenons avec nos distingués invités. Dans ce cadre-là, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Hamidou Dia. Dr Hamidou Dia est un chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Il est également enseignant à l'Université de Paris-Cité. Monsieur Dia, bienvenue et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors, Monsieur Hamidou, l'année passée, l'édition de l'année passée portait sur l'enseignement traditionnel. L'enseignement traditionnel arabo-islamique fait partie de vos domaines de recherche. Vous étiez parmi les intervenants. Vous avez assisté aux discussions et échanges. Comment cela a participé à nourrir vos recherches et quelles sont les leçons que vous avez tirées ou bien les conclusions que vous avez tirées des échanges et discussions qui se sont passés à l'occasion de la conférence africaine édition 2024? J'ai eu beaucoup de plaisir et un intérêt réel à la fois sur le plan scientifique et personnel de participer à la conférence de l'année dernière qui portait sur l'enseignement traditionnel. C'est un objet que j'ai croisé dans mes recherches qui portait antérieurement sur les inégalités scolaires. Et je m'étais rendu compte que lors des rencontres scientifiques internationales, en tout cas, c'est une question qui n'était pas mise en avant. Et donc, ça m'a un peu étonné, comme je suis originaire du Sénégal et que j'ai été en partie socialisé à cette éducation et je connais son rôle, son importance dans la vie et les dynamiques des sociétés sahéliennes. Je me suis dit que c'était pour moi une opportunité pour rendre justice à cette offre éducative pour que les études sociales sur l'éducation nous la rangent aux oubliettes. Et j'ai été conforté par ma participation à la conférence sur l'enseignement traditionnel que vous aviez organisée ici l'année dernière à Nouakchott. Je me suis rendu compte à quel point c'était un enseignement à la fois pluriséculaire, dense et qui était dispensé à tous les niveaux d'enseignement et dans beaucoup de pays, sur plusieurs continents, avec une diversité, une richesse à la fois dans les approches, dans les questionnements, dans les méthodes qui m'ont permis justement de réévaluer la manière dont je percevais cet enseignement et la façon dont je vais à présent conduire et formuler les problématiques de recherche autour de cet enseignement. En fait, c'est pas que les recherches n'existent pas, mais c'est qu'elles n'étaient pas visibles et qu'elles n'étaient pas portées par des chercheurs qui avaient toutes les ressources nécessaires pour l'investiguer et pour lui redonner ses lettres de noblesse, lui redorer son blason dans l'espace des études sociales sur l'éducation à l'échelle internationale. Et j'ai fait des connaissances impressionnantes en termes de savoir, en termes de ressources
humaines de très grande qualité. J'ai vu que, par exemple, il y avait beaucoup de gens originaires de l'Afrique au sud du Sahara qui étaient universitaires, spécialisés sur ces questions et qui avaient fait leurs études dans les pays arabes. J'ai été frappé à la fois par leur jeunesse, par leur qualification, parce que c'était la plupart des docteurs, et puis par leur ouverture sur le monde. Ça m'a frappé et ça m'a vraiment aidé à donner encore plus de valeur à ce que je faisais et à donner toute sa dignité aux recherches sur l'éducation traditionnelle. Et je pense que dans les prochaines années, vous verrez les produits de ce changement à la fois qui bénéficient des apports issus de cette conférence et des nombreuses rencontres incroyables que j'ai faites au cours de cette conférence, dont je salue la richesse impressionnante et la valeur inestimable pour vraiment tous les gens intéressés par les questions de savoir, d'éducation et qui ont envie justement de réconcilier les sociétés avec elles-mêmes parce que c'est une éducation qui les a formatés et qui est au cœur de leur principe de reproduction. Et je pense qu'il y a quelque chose que le monde académique international ne doit pas rater en aiguisant son regard et en l'enrichissant sur cette éducation arabo-islamique, cet enseignement traditionnel. Merci beaucoup pour cette réponse. En tout cas, nous attendons avec impatience les productions, en tout cas, qui vont tenir en compte les résultats et les conclusions que vous avez tirées de ces rencontres-là. Mais nous aimerions ici aussi vous demander, vous, vu que vous êtes socio-anthropologue, actuellement, dans l'édition de cette année 2025, nous parlons de dialogue, de réconciliation. Et comme vous le savez, dans les sociétés africaines traditionnelles, le dialogue est très ancestral. Les Africains avaient des cadres traditionnels pour mener leur dialogue, régler leurs problèmes en interne et trouver des solutions aux défis. Actuellement, nous sommes dans un monde moderne, mais le rôle du dialogue reste toujours important. Et aussi, c'est un mécanisme, on ne peut pas passer à côté du rôle important que joue ce mécanisme. Actuellement, en tant que sociologue, en tant qu'anthropologue, comment vous voyez, comment les sociétés africaines peuvent à la fois garder, préserver ce mécanisme qui est le dialogue, mais sous une autre forme moderne, peut-être dans le cadre d'institutions qui gardent ce mécanisme, préservent ce mécanisme et son rôle, et en même temps aussi soit cohérent avec, ou bien cohérente avec les exigences du monde moderne et garde aussi son efficacité en même temps. C'est une question un peu compliquée, mais... Très, très pertinente. Sujet ne pouvait être plus actuel dans notre monde contemporain et plus encore en Afrique, qui est traversé par des conflictualités de toutes sortes, qui ne ressortissent pas simplement de la guerre quand les gens prennent les armes, mais y compris à toutes les échelles de la société. Et on repartirait même de la cellule de base, c'est-à-dire la famille. Il y a toutes sortes de violences qui traversent la société. Violences symboliques, violences économiques, violences culturelles, violences sociales. Et on a besoin de retrouver confiance
et retrouver confiance et réinterroger notre patrimoine. Et notre patrimoine est riche de mécanismes à la fois de prévention et de résolution de conflits de toute nature. C'est qu'à un moment donné, on a rencontré d'autres civilisations, d'autres cultures qui nous ont imposé des formes de conflictualité, parce que la conflictualité peut être organisée au sein d'une société, par exemple à travers des partis politiques, et un cadre légal, on organise la compétition, mais ce n'est pas forcément les formats les plus appropriés pour nos sociétés qui avaient d'autres façons, par exemple, de choisir à la fois les personnes qui les dirigeaient, les personnes qui les représentaient, les personnes qui avaient statut et pouvoir de décision sur un certain nombre de choses. Ça peut partir de la cellule familiale jusqu'au sommet de la société, avec toutes sortes de formes d'organisation politique. Donc, c'est aujourd'hui créer les conditions de la confiance retrouvée en interrogeant justement ce passé riche, en exhumant tous ces mécanismes qui avaient été imaginés par nos devanciers pour régler les problèmes qui se posaient à eux, mais bien sûr en les adaptant, comme vous l'avez si bien dit, à notre monde actuel, qui fait que nous avons des sociétés qui ne sont plus simplement comme nos sociétés d'avant, mais c'est des sociétés qui portent des héritages pluriels. Nous avons rencontré plusieurs civilisations, nous avons rencontré plusieurs cultures, nous avons développé des aspirations nouvelles, mais cela n'empêche pas que quand même nous venons de quelque part, et ce quelque part-là avait des règles d'organisation, des règles de résolution de conflits qui se posaient à lui ou à eux. Et donc, c'est ces mécanismes-là qu'il faut aujourd'hui ressortir et les adapter en fonction des multiples apports que nous avons reçus des héritages. Mais c'est des apports critiques. C'est des apports critiques. Vous rencontrez une civilisation, elle vous propose beaucoup de choses, certaines qui peuvent vous arranger, d'autres qui ne vous arrangent pas, mais vous prenez celles qui vous arrangent et qui sont en congruence avec ce que vous êtes, pour vous retrouver justement dans ce monde à nouveau qui est toujours à recréer. Ce qu'il faut éviter avec les mécanismes, avec les règles, avec les normes, c'est de les figer, de les momifier. Voilà, parce qu'elles perdent leur valeur intrinsèque et leur efficacité. C'est un mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Et donc, les sociétés doivent perpétuellement réinterroger ce patrimoine et questionner aussi en permanence les apports qu'elles reçoivent de leur rencontre avec d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres modes de pensée, d'autres modes de faire. Et ça, on est arrivé à un stade critique aujourd'hui dans nos sociétés où on a suffisamment de ressources humaines qui, à la fois, portent en elles-mêmes ce qui fait l'essentiel de nos sociétés, ces valeurs, ces principes, et qui sont hyper formés justement par rapport aux civilisations qu'elles ont rencontrées, qu'elles connaissent sur le bout des doigts, qu'elles connaissent de façon intime maintenant, que ce soit le monde arabe, le monde islamique, que ce soit dont nous faisons partie intégrale, dont nous devons contribuer au format, à la nature, parce qu'on est partie prenante, on connaît maintenant, en termes de savoir, en termes de savoir-faire, et même parfois avec des apports issus à la fois de nos pratiques et de nos sociétés et des rencontres que nous faisons avec d'autres civilisations. Donc, vraiment, on a, et ça, je vous dis que c'était une de mes belles surprises de l'année dernière, c'est de voir qu'il y a beaucoup de jeunes africains très bien formés dans toutes les disciplines, dans le monde musulman, dans le reste du monde musulman, et qui peuvent apporter à la fois de la pertinence, de l'intelligence, de l'énergie, de la créativité, donc d'une valeur ajoutée plurielle pour la vie
de nos sociétés et pour nous aider à résoudre les conflits qui se posent à la fois à l'échelle globale dans nos sociétés et puis à l'échelle individuelle. Nous retrouver à travers nos mécanismes d'antan, de résolution des conflits et de leur prévention, et puis engager notre être au monde sans complexe. Et je pense que vraiment, c'est une rencontre comme celle-là nous donne toute l'opportunité d'explorer la richesse des mécanismes que nos aînés ont pu inventer dans une ingénierie sociale incroyable pour préserver leur vivre ensemble. Et c'est ça le défi maintenant que nous devons relever. Nous avons toutes les ressources maintenant, toutes les ressources. Nous n'avons plus d'excuses. Nous avons toutes les ressources, toutes les compétences. Maintenant, c'est créer le cadre d'éclosion maintenant de ces compétences pour qu'elles donnent toute la plénitude de leur talent. On a des gens formés au Maghreb, formés au Moyen-Orient, formés en Europe, formés en Amérique du Nord, formés chez nous-mêmes et qui sont très ancrés. Donc, on a toutes les ressources possibles. C'est maintenant créer le cadre pour que tous ces talents s'expriment dans le seul but de faire en sorte que nos sociétés soient apaisées, confiantes et donnent toute la pleine mesure vraiment de leur savoir-faire et de leur savoir-être. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur la question de création de cadres pour préserver ces mécanismes-là. Pour vous questionner sur ce que vous vivez actuellement à travers ce cadre d'échange que le forum ou bien la conférence africaine pour la paix a initié sur le leadership de Cheikh Abdallah Ben Paya et soutenu par l'État de la Mauritanie et aussi les Émirats arabes unis. Vous voyez que dans le cadre de cette conférence, il y a des jeunes, hommes comme femmes. Il y a des cheikhs muftis, comme vous venez de le dire. Il y a des universitaires, chercheurs comme vous. Il y a aussi d'autres cheikhs soufis qui représentent les confréries religieuses un peu partout en Afrique, au Sénégal, etc. Mais au-delà de tout cela, il y a aussi les différentes nations, les représentants de différents pays africains et même en dehors de l'Afrique. Donc, il y a une diversité de tous les niveaux. Pour discuter autour de sujets qui intéressent l'avenir de l'Afrique, de ce continent. Quelle est votre appréciation de cette initiative-là? Je m'en réjouis à un point que je ne trouve peut-être même pas assez de mots pour qualifier ce que je ressens. Ce que je veux dire, c'est que là, il faut saluer le génie du Cheikh Abdallah Ben Paya qui a su trouver un cadre propice à un dialogue vraiment multiculturel qui associe une pluralité de pays, une pluralité de traditions juridiques, de traditions intellectuelles et de générations. Parce qu'il y a plusieurs générations. On trouve des jeunes, on trouve des moins jeunes, on trouve des seniors, mais vraiment les uns et les autres apprennent des uns des autres. Et ça, c'est magnifique. Et je rêve que ce cadre-là puisse se démultiplier dans tous les pays pour que justement les peurs qui guident les uns et les autres tombent et qu'on retrouve justement un festival de l'esprit. Le festival de l'esprit, c'est quand on dialogue par les idées et que les idées aident à façonner des règles et à trouver des solutions aux problèmes qui se posent aux sociétés. Et ça, il n'y a rien de plus beau parce que la finalité de l'homme, c'est l'élevation et on s'élève à la fois par l'esprit, mais aussi par la foi. Donc, c'est la foi qui nourrit l'esprit et l'esprit et vice-versa. Et quand on offre un cadre à l'éclosion de
tout ce que ces deux entités renferment, on ne peut que retrouver des situations comme celle d'aujourd'hui où on a tous à cœur, en fonction de nos itinéraires, de nos formations, de nos rêves, de nos aspirations, partager nos idées et arriver à dégager de grands consensus pour agir. Inch'Allah. Merci beaucoup, cher professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment vraiment d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est tout le plaisir fut pour moi et c'est une immense chance que nous avons. Il y a des sociétés qui sont en guerre, il y a des gens qui courent sous des bombes et qui n'ont pas la possibilité de réfléchir dans des cadres apaisés, sereins, tolérants et respectueux mutuellement. Et nous avons ça et donc nous ne devons pas gâcher notre chance de contribuer à construire une humanité juste, apaisée, réconciliée avec elle-même. Sur ces beaux paroles, belles paroles, nous arrivons à un terme de cette séance. Nous remercions Dr Hamid Dia pour ses réponses pour les réponses qu'il a données à nos questions, des réponses très pertinentes et importantes. Nous remercions également nos téléspectateurs et nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre invité. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah.